Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on plonge dans une période fascinante de transformation du crime organisé, entre 1985 et 2015. Oui, on se base sur des analyses stratégiques assez révélatrices qui nous ont été fournies. Exactement. On va regarder le déclin des mafias italo-américaines, les familles traditionnelles, et en même temps l'ascension fulgurante des réseaux albanais. Notre objectif, c'est de comprendre cette transition et surtout les liens que ces documents suggèrent avec les sphères politiques, militaires et même financières au niveau mondial. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment ce changement dans le monde criminel pourrait s'inscrire dans une réorganisation, disons, géostratégique plus large. Avec des mouvements de capitaux importants, c'est ce que les sources avancent. Exactement. Des flux financiers dont l'origine et la destination pourraient dépasser le cadre purement criminel traditionnel. Alors, commençons par le début, ou presque. Les documents pointent vers un moment clé, l'assassinat de Paul Castellano. Ah oui, le parrain des Gambino. En plein New York, 1985. Un coup audacieux de John Gotti. Ça a vraiment brisé les vieilles traditions mafieuses. Ça a marqué une rupture, c'est clair, et ça a ouvert une période d'instabilité. Oui, et cette instabilité a été amplifiée par les procès RICO, ces lois anti-gangs, et ensuite, le coup de grâce, le témoignage de Sammy Gravano en 91. Sous-chef de Gotti qui a parlé. C'est là que l'édifice des 5 familles a commencé à vraiment vaciller sérieusement. Et ce vide, il n'est pas resté vide longtemps. Dès les années 90, les analyses montrent la montée en puissance des réseaux criminels albanais. Et leur structure était différente, c'est ça? Très différente. Fini la pyramide rigide. On parle de réseaux beaucoup plus, fluides, décentralisés, transnationaux. Adaptés à la mondialisation, finalement? C'est ce que les sources suggèrent, oui. Une organisation qui collait mieux à l'époque. Leurs activités décrites sont larges. Trafic d'êtres humains, armes, drogue. Et les documents mentionnent aussi quelque chose de plus sombre. Oui, les allégations de trafic d'organes. On fait référence au rapport de Dick Marty de 2010 qui visait d'ex-membres de l'UKA, l'armée de libération du Kosovo. Et les analyses soulignent le lien avec la diaspora kosovare, y compris d'anciens combattants de l'UKA, comme un facteur important dans leur implantation et leur force. Et c'est là que les choses se complexifient encore plus. Les sources évoquent des connexions présumées avec des figures politiques, militaires. Oui, le nom du général américain Wesley Clark revient. Son rôle au Kosovo durant l'intervention de l'OTAN. L'allégation dans les documents, c'est que le soutien à l'UKC, qui était vu comme terroriste par certaines agences au début. Exact. Que ce soutien aurait pu, peut-être involontairement, faciliter certaines activités illicites de ces réseaux albanais. C'est une hypothèse assez lourde présentée dans les analyses. Oui. Il y a même une note qui suggère que Milosevic aurait pu servir de bouc émissaire dans tout ça. Et puis, il y a la dimension financière qui est vraiment au cœur de ces analyses. La fuite de capitaux? Oui, l'hypothèse centrale, c'est une fuite massive de capitaux occidentaux vers des paradis fiscaux, surtout juste avant la crise de 2008. Ce qui fait penser à un délit d'initié à très grande échelle. C'est la question que soulèvent les auteurs, oui. Ils notent aussi une corrélation temporelle troublante. Entre quoi et quoi? Entre cette période de fuite de capitaux et l'émergence, début 2009, du Bitcoin. Ah oui. Présenté comme un système financier alternatif, les notes spéculent sur une inspiration venant de technologies comme SETI à Trome ou de recherche en cryptographie. Comme une tentative de remodeler le pouvoir économique mondial? C'est l'interprétation qui est donnée, oui. Une possible reconfiguration. Les sources mentionnent aussi, plus rapidement, d'autres aspects. Une infiltration possible de certaines sphères. Comme les médias? Oui, on cite l'exemple de la présence de membres de diaspora concernés. Brooke Baldwin à CNN est nommé, la politique locale aussi, Kathy Hochul, et un lien symbolique fait entre Albany et l'Albanie. Intéressant. Et tout ça, les analyses le rappellent, dans un contexte de corruption policière à New York, mis en lumière par les commissions Knapp et Mollen. Ça a pu, disons, faciliter l'installation de ces nouveaux groupes. Donc, si on essaie de faire une synthèse de l'hypothèse qui ressort de tout ça, on parle d'une réorganisation potentielle, mais d'une complexité folle. Un mélange de crimes organisés, de haute finance et potentiellement d'acteurs étatiques. C'est ça. La transition italo-américaine vers albanaise, la fuite des capitaux, l'arrivée d'outils comme le Bitcoin, tout ça serait lié. D'où les recommandations dans certains mémos pour une action coordonnée. Exactement. Pour cartographier ces réseaux, il parle d'audits généalogiques pour tracer les liens familiaux, claniques et d'enquêtes financières poussées, bien sûr. Bon, pour résumer ce qu'on a vu dans ces analyses,
le déclin d'une mafia historique, presque mythique. Oui, remplacée par des réseaux criminels d'un nouveau type, plus agiles, transnationaux. Mais surtout, ces documents dessinent des liens assez audacieux et troublants avec la finance mondiale et peut-être même les coulisses du pouvoir. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, qui vient directement de ces documents. Si l'ampleur de cette fuite de capitaux avant la crise et l'intégration de ces réseaux mi-criminels, mi-financiers sont vraiment ce que décrivent ces analyses, quelles pourraient être les conséquences à long terme, peut-être encore présentes aujourd'hui, sur l'équilibre du pouvoir économique et même étatique qu'on pensait connaître?